Chers amis, j'ai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui la compagnie de Jacques Boncompin, que vous connaissez déjà. Nous avons fait une émission il y a quelque temps sur un sujet qui nous intéresse beaucoup, nous autres artistes, c'est les droits d'auteur. Et le fait que c'est la France qui a créé et qui a répandu dans le monde cette idée d'une propriété intellectuelle, d'une autonomie de l'artiste aussi, et d'une responsabilité, un droit de suite sur l'œuvre, qui est très remise en question aujourd'hui par le copyright. C'est une lutte mondiale d'influence entre notre formule et celle des Américains et des Anglo-Saxons qui voient plus l'art comme une marchandise, et nous avons une vision plus essentialiste. Mais ça fait très longtemps que j'entends parler de vous et où on me dit il est en train de faire un travail d'archiviste, d'examen très 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 précis, d'analyse sur ce qui s'est passé au moment de l'épuration en France. Alors c'est un sujet dramatique aujourd'hui, je suis désolée, c'est un triste sujet, mais vous venez de dire le mot, Jacques Boncompin, c'est le péché originel peut-être. Mais on va revenir là-dessus pour créer un contraste avec ce que vous allez nous dire, ou peut-être une ressemblance. Il vient avant-hier ou hier, est sorti un film que tout le monde peut aller voir, qui s'appelle Les Fleurs Bleues de Vajda. C'est le film posthume, le dernier film de Vajda. Et il traite en Pologne de l'arrivée des soviétiques et de la mise au pas des intellectuels et des artistes par quelques méthodes assez musclées. On pourra comparer les méthodes, on pourra peut-être regarder comment ça se passe en Pologne, comment ça s'est passé à Paris. Et j'ai demandé à Gérard Cognot, qui connaît parfaitement tout ce qui s'est passé à l'Est depuis le milieu du 19e siècle, et même avant, mais enfin c'est votre sujet d'analyse, de curiosité, et vous êtes venu ici en parler au sujet d'un livre, La théologie de la provocation. De la provocation, oui. Théologie que nous connaissons bien en France depuis quelques décennies. Et vous nous donnez, je dirais, l'origine et l'histoire. Et vous publiez beaucoup sur ces sujets. Et vous avez passé quelques années en Pologne également. Vous connaissez la vie de cet artiste qui est réelle. C'est une histoire vraie, une histoire oui, que tout à fait. raconte. Et donc nous allons pouvoir, grâce à ces deux points de vue, peut-être tirer un enseignement, car les épurations, il y a eu les épurations des intellectuels et des artistes sont constantes. Et elles peuvent se reproduire violemment à n'importe quel moment. Alors, Jacques Boncompin, vous me disiez tout à l'heure que ça avait été extrêmement difficile de publier ce livre. Oui, c'est exact, parce que le sujet est extrêmement sensible. Tout le monde n'est pas mort. Tout le monde n'est pas mort. Mais il y a plusieurs formes de mort, si vous voulez. Il peut, justement, pour pouvoir juger, un nouveau délit a été créé, toute pièce à la Libération, qui était l'indignité nationale. Et donc, on a pu dire que cette indignité nationale était à la Libération ce que l'étoile jaune avait été pendant l'occupation, en tout cas pour une partie de la population. Et donc, je dirais que Pompidou parlait du temps où les Français ne s'aimaient pas. Et en 1930, Monterland notait que notre pays était un pays de guerre civile. Voilà. Et donc, du temps de l'Église, il y avait, je dirais, le Saint-Office, il y avait les ouvrages qui étaient mis à l'index. Eh bien, je dirais qu'en particulier à la Libération, il y a aussi une sorte d'excommunication qui s'est répandue. Excommunication d'État et en même temps excommunication venant d'auteurs eux-mêmes, mettant au banc de la société un certain nombre de leurs confrères. Vous avez sous-titré votre dictionnaire de l'épuration des gens de lettres qui vient de paraître
aux éditions Champion. Champion, absolument. 1930-1949. Donc en fait, il y a eu plusieurs épurations, pas par les mêmes. J'ai dit 39-49. 39-49. Mort aux Mort aux confrères. Mort aux confrères. Je voudrais, si vous le permettez, rendre hommage aux éditions Champion, en particulier à son directeur général, Monsieur Slatkin, et puis à Monsieur Jean Pruvot, qui est le directeur, je dirais, en France, directeur des dictionnaires, et grâce auquel cet ouvrage est paru, parce que même là, ça ne s'est pas fait tout seul, même chez Champion, il y a eu un retard de parution de 3 ans. Et ailleurs, j'ai eu des relations avec des éditeurs patentés. L'un très célèbre, qui a dirigé Hachette, m'a dit « Jacques, c'est bon à 80%, mais les 20% suivants ne sont jamais venus. » Pourquoi ? Parce qu'on parle aussi de la franc-maçonnerie, on parle du rôle des communistes. Des choses vives encore. On parle c'est plein de dynamite, si vous voulez, partout. Et c'est en même temps ce qui en fait l'intérêt. Alors, c'est Alfred Fravellus qui a eu ce cri lorsque, dès septembre 1944, donc Paris est libéré en août, vous voyez. Dans les lettres françaises, vous avez un certain nombre d'auteurs emblématiques comme Camus, comme Aragon, et qui déclarent qu'ils ne publieront aucun de leurs nouveaux ouvrages chez les éditeurs qui publieraient, suit une liste, Monterland, Giono, et voilà. Alors, vu le contexte, si vous voulez, ça revient à censurer de façon directe, en dehors de la loi, avant même qu'il y ait, je dirais, un jugement en bonne et due forme de chacune de ces personnes. Elles sont excommuniées. Et sans critères, parce que en fait, Giono, c'est le cri du communiste qui dit Giono c'est coupable de son silence. Donc, oui, il avait été poursuivi, même arrêté un moment pour pacifisme. Au début de la guerre, il avait dit quoi ? Il vaut mieux être vert de gris que mort. Oui. C'était ça, mais c'était au fond une idée assez répandue dans la France. C'est ce qui a protégé la France du massacre. C'était le pacifisme qui régnait et qui était quand même très largement répandu dans un pays qui avait perdu 1,5 million. Et il y avait plusieurs millions de grands blessés. Oui. Ça avait été l'horreur. Et d'ailleurs, la France ne s'est jamais remise de l'hécatombe de cette époque. Il faisait partie des régiments qui avaient été décimés, je crois. Vous savez, par Pétain. Oui, mais décimés, non. Alors là, écoutez, Pétain est arrivé à rétablir la paix, à remettre sur le champ de bataille en 3-4 mois plus de 2 millions de personnes en fusillant 70 personnes. C'est absolument, de ce côté-là. Vous avez le général Speer, qui était le grand admirateur de Gaulle et qui a accompagné De Gaulle et qui considérait à ce moment-là que Pétain est vraiment l'homme qui a sauvé la France. Ah oui, tout à fait. Revenons à notre sujet, car il est immense. Oui, pour dire qu'en fait, les critères étaient extrêmement flous. Et qu'il y avait une épuration qui était déjà prévue, peut-être même presque déjà depuis 2 ans. Absolument, ça avait été préparé. Le grand problème... Je cherche à publier un Pétain de Gaulle et les difficultés que j'ai rencontrées pour ce dictionnaire, je les retrouve accrues, parce que j'ai accès à de nouvelles archives. C'est le problème de l'armistice et le parti qu'a pris le général de Gaulle tout de suite, pratiquement dès le 22 juin, de déclarer que l'armistice était une capitulation, alors qu'une armistice, c'était normalement une suspension d'armes. C'est une suspension d'armes. Et deuxièmement, que l'armistice était une trahison, un crime. Voilà. Donc, tous ceux qui s'accommodaient de l'armistice, de ce fait, se retrouvaient dans une position défensive. Oui. Ça a été ça. Et ensuite, pour diverses raisons, le général de Gaulle, très tôt, a pris contact avec les soviétiques. Il était
excommunié, lui, par Roosevelt, pour des raisons bien précises, parce que Roosevelt était proche d'Herriot, et avec Herriot, il s'est rendu compte que De Gaulle travestissait un peu les faits, si vous voulez. Donc, il a cherché appui vis-à-vis des communistes, et il a signé dans le dos des Alliés un pacte avec Staline, et la contrepartie, c'était que les communistes rentrent en force au sein du Comité français de libération. Et quand j'ai pu accéder aux archives nationales, aux papiers du ministère, qui étaient donc qui dépendait du ministère de l'Éducation nationale, eh bien, c'est Édouard Bourdet qui était chargé, ancien administrateur du Français, d'installer l'épuration pour les auteurs dramatiques en particulier. Eh bien, qui dictait la loi? Qui a rédigé les questionnaires qui étaient envoyés par les sociétés d'auteurs à chaque auteur, par courrier recommandé avec accusé de réception? C'était les communistes. Et c'était le fauné qu'ils avaient créé pour ratisser large, au-delà de leurs propres sympathisants, qui était le Front National. Et donc, c'est la méthode soviétique, je vais dire, qu'on retrouve aussi de la bio, où il faut écrire dans les moindres détails, avec même, pour la Société des auteurs dramatiques, une clause morale, une clause accusatoire punitive. Est-ce que, alors que on torturait, on déportait, voilà, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir respecté la dignité nationale? Oui, alors grâce aux amalgames, ils pouvaient éliminer tout ce qui leur déplaisait. C'était une façon, c'était une façon, si vous voulez, le problème à ce moment-là, c'était comment rester dans une légalité apparente tout en menant une épuration et tout en inhibant toute une partie de la population en disant de toute façon que la démocratie était rétablie, qu'il y avait la liberté de la presse. Donc c'était une façon, si vous voulez, presque d'asphyxier toute opposition sans, en apparence, recourir à des manières totalement contraignantes. Et une épuration dans leur propre rang aussi. Parce qu'il y a eu des auteurs qui n'étaient pas dans la ligne, qui ont été également englobés dans cette, n'est-ce pas, cette répression générale, disons. Oui. Donc des termes assez flous pour pouvoir. Oui, faire son et puis dans chaque branche, si on peut dire, eh bien sur place et même quand c'était Alger, on s'est mis à relever des noms. Donc déjà au sein du cinéma, eh bien vous aviez des personnes comme, je dirais, le Dreyfus le Chanois, qui était un sous-marin de la résistance à la Continentale. Eh bien, il relevait des noms. La même chose s'est passée aussi avec Mauriac, qui a commencé par être une tricoteuse. Et qui a dit, une tricoteuse comme à la Révolution, ah oui. Où il a dit, j'ai compris le sens à ce moment-là, plaignez de cette définition, liberté, égalité, fraternité, ou la mort. C'était pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'était l'esprit de Voltaire, qui demandait la liberté, qui demandait la liberté pour lui, et qui après demandait au lieutenant de police d'embastiller ses contradicteurs, en particulier les jésuites qui révélaient tous ces plagiats. Parce que c'était un grand plagiaire, Voltaire. Voilà. Alors ça, il ne supportait pas un auteur pris en flagrant délit. Nous avons eu ça avec Attali. Avec un certain on voit ça tous les jours, presque. Voilà. Ça continue. Et à propos de l'épuration, j'ai beaucoup lu dans ma jeunesse le Crapouillot, oui, qui a dénoncé cette épuration et qui a ouvert ses colonnes à des écrivains qui étaient proscrits. On l'a beaucoup d'ailleurs, alors que Galtier-Boissière était un résistant. Il était... Mais vous avez... C'est par souci de justice qu'il a fait ça, mais pas dans un esprit partisan, au contraire. Ouais. Le seul député de la Troisième République qui soit rallié spontanément à De Gaulle et qui est parti aux États-Unis, il a été son correspondant pendant des années, c'est Henri de Kérillis. Et au bout d'un certain temps, il avait créé un journal et il reproduisait dans ce journal des articles qui venaient
de l'ouvrage de journal qui s'appelait La Marseillaise et qui était en fait la voix du général de Gaulle. Mais il y avait des moments où ces articles étaient tellement accusatoires vis-à-vis de Roosevelt qu'il a stoppé, si vous voulez. Et à ce moment-là, il est devenu anti-gaulliste devant la propagande gaulliste qui passait pour lui les bornes. Eh bien, il n'est pas revenu en France et il a écrit un ouvrage qui s'appelle De Gaulle dictateur, mais il l'a écrit aux États-Unis parce qu'il ne se sentait pas en sécurité s'il rentrait en France à ce moment-là. Il rentrait plus tard. Oui. Donc, ça a été une période de grande... Et puis, on a intimidé les gens. Il y a eu des centaines de milliers d'arrestations. Et passer 1 heure au poste à cette époque, vous en souvenez toute votre vie. Hein, une humiliation terrible. Vous avez l'humiliation. Et puis, vous avez... Sacha Guitry a raconté ça dans 60 jours de prison. Vous aviez parfois des simulacres d'exécution. Vous voyez. Et puis, je viens de terminer une biographie de Louis Renault. Vous voyez, ben, il y avait des FTP qui, la nuit, le torturaient, le tapaient sur le crâne. Et peu à peu, et comme ça, après, il est mort de mauvais traitements, mais aussi des coups qu'on lui avait portés dans sa prison. Et comme ça, on a pu nationaliser les biens de Renault au grand scandale de Claudel. Dieu sait que Claudel était gaulliste. Il a un cri quand il apprend que cet homme qui était grand croix de la Légion d'honneur, qui avait sauvé en partie la France en 14 avec son char Renault, et qui, pendant l'occupation, a fait tout ce qu'il a pu pour travailler le moins possible. Il est arrivé à avoir des stocks de matières premières plus importants en fin de guerre qu'au début de la guerre, que ce soit pour le pétrole, que ce soit pour l'acier. Il bernait les Allemands. Il faisait travailler ses ouvriers le moins possible et il répartissait les machines-outils, il les dispersait pour sauver son outil et il ne pensait qu'au futur en déjà préparant les plans de la 4 chevaux. Eh bien, on a profité de cette occasion-là pour l'exécuter, pour contribuer à l'exécuter, et puis pour s'emparer de tout ce qu'il avait créé, de l'outil extraordinaire qu'il avait créé. Voyez. Alors nous vivons encore sur ces péchés originels. Sur tout ça. Alors simplement, comment on a institutionnalisé cette répression, parce que bon, la libération arrive et les listes sont déjà faites. Il y a véritablement déjà des règlements de compte qui ont été faits. Il y a déjà un climat de guerre civile terrible depuis 1 ou 2 ans. Je dirais que la guerre civile était inéluctable le jour où les Allemands, avec les STO, ont provoqué un très grand maquis. Enfin, oui. Et avec... C'est ce que Laval disait. Laval disait à Sokal, qui était le Gauleiter pour oui. Vous êtes le plus grand agent gaulliste qui puisse exister. Exactement. Et alors, évidemment, c'est les communistes qui ont encadré, parce que c'est un parti qui est organisé, qui est structuré, et à partir, ils connaissent, ils savent comment on encadre des jeunes gens qui débarquent dans la nature et organiser tout ça. Donc, nous avons les communistes, nous avons une guerre civile déjà dès 42, 43, non c'est 43 la STO je crois. Oui. Et donc on sait qu'après il y aura forcément un climat de guerre civile au moment de la libération. Il faut dire un mot du pacte germano-soviétique, c'est-à-dire qu'au départ, les communistes sont alliés des Allemands. Oui. Hein, ils sont les premiers à demander la réparation de l'humanité, et ils contribuent souvent à dénoncer les vrais résistants. Et il y a dès le départ une résistance nationaliste. Oui. La première résistance est souvent royaliste. Marcel Julien a écrit là-dessus. Donc, elle est royaliste. Et justement, parce qu'ils ont eu cette compromission ouverte, hein, Molotov envoie les félicitations à Hitler lorsque les troupes allemandes rentrent dans Paris. Bon, à ce moment-là, ils veulent faire oublier qu'ils ont été, au départ, des alliés des Allemands et qu'ils ont facilité par le sabotage, par les instructions qu'ils donnaient dans l'armée française. Il y a plein d'exemples, un régiment de chars dont ils ont crevé les réservoirs, et le lendemain matin, quand ce régiment de chars à Sedan devait contre-attaquer, eh bien, les chars sont restés sur place et ils étaient dirigés par des ouvriers communistes de chez Renault. Oui.
Les études qui ont été faites sur le début de la résistance montrent que c'est plutôt la droite traditionnelle et chrétienne qui part. Mon père est parti le 18 juin, il avait 19 ans, il est parti en Angleterre. Et dès juillet, le maréchal Pétain finance le plus gros réseau de résistance en Alsace-Lorraine. Alors qu'on a dit qu'il avait fait son deuil de l'Alsace-Lorraine, vous voyez. Mais dès ce moment-là. Et quand le colonel Rémy est envoyé par De Gaulle pour voir comment on peut installer des réseaux de résistance, il découvre qu'il y a des réseaux de résistance. Voilà. Et le maréchal Pétain, par son canal, propose à De Gaulle une concertation à Lisbonne. Et il fera ça pendant toute la guerre. Et chaque fois, De Gaulle ne répondra pas à cette recherche d'unité pour éviter la guerre civile. Ah oui. L'un des grands écrivains communistes, Paul Nizan, était l'un des rares à dénoncer le pacte germano-soviétique. Il a été aussitôt exclu, pas seulement exclu, mais comme faisaient les communistes, stigmatisé, évidemment, considéré comme un traître, etc., et interdit. Et puis il est mort d'ailleurs pendant la guerre. Après le débarquement, comment s'institutionnalise cette répression? Parce que il va bien falloir lui donner une légitimité. Alors au départ, du côté gaulliste, on disait que c'est simplement une poignée de coupables qui seraient punis. Et puis on arrive à plus de 100 000 arrestations. D'intellectuels et d'artistes en tout. Et pour les intellectuels et les artistes... Ça va durer 4 ans. Eh bien, absolument, jusqu'en 1949, maman. On continue de juger, et je crois qu'il y a encore une condamnation à mort en 1949. En 1949, c'est Roux, c'est un cinéaste qui a été fusillé parce qu'il avait fait des films sur la franc-maçonnerie. Voilà, vous avez Jean Bamy, évidemment, Paul Riche, avec son film... sur la maçonnerie, et puis il y avait aussi une exposition qui avait eu lieu. Donc ça a été fait à froid. En 1949, c'est fait à froid. Oui, non, mais il y avait cette volonté d'élimination, et chez les communistes, y compris des ennemis de classe. Vous étiez aristocrate, vous pouviez vous faire fusiller. Vous avez, je dirais, le prince Murat, qui dans l'Aquitaine a été mis en joue. Et c'est le maire de Saintes qui est arrivé, qui s'est mis en travers. Et puis il lui a dit de partir à Paris, et que son fils, qui n'avait pas 18 ans, s'engage dans les troupes françaises pour sauver sa peau. Il y avait les exécutions sommaires. Sans arrêt. Les fifis. Moi, devant ma porte, on a tué un malheureux ouvrier qui avait peut-être tenu des propos... Et dans le Languedoc, c'est là que c'était le pire. Ouais. Et les communistes ont exécuté d'anciens communistes qui avaient dénoncé le pacte germano-soviétique. Ils ont été fusillés. C'est ça, Ils ont été fusillés. Ouais. Et vous preniez pour les tondus, elles n'étaient pas tondues, elles étaient violées. Et vous avez un cas atroce à Limoges, dans la caserne Clémenceau, il y en avait plus d'une quarantaine. Elles étaient violées à répétition, elles étaient lavées à la lance à incendie pour être reviolées. C'est une sorte de harem des résistants, enfin, qui étaient là. Et après, nombre ont été exécutés d'une balle dans la tête, dans la nuque. Voilà. Et il y avait une générale qui était là, qui était venue dans la maison de famille et qui a suivi le même sort. Revenons à notre institutionnalisation de la répression. Si vous voulez, il y a donc des tribunaux qui ont été spéciaux, qui ont été créés, on appelait les chambres civiques, devant lesquelles les suspects étaient traduits. Et donc, en ce qui concerne, je vous dis, les auteurs, à la Société des gens de lettres, ça a été une auto-épuration. C'est la Société des gens de lettres qui a nommé une commission d'épuration avec le général Hazan à la tête. Et c'était les personnes de l'Assemblée qui dénonçaient leurs confrères. Ensuite, il y avait un jugement proposé et l'Assemblée générale décidait si oui ou non on acceptait ce verdict, si on l'adoucissait ou si on l'aggravait. Pour les deux sociétés d'auteurs, SACEM et SACD, je vous ai parlé d'un questionnaire de 36 questions. Oui. Et chaque auteur était amené. Est-ce que vous avez dénoncé des Juifs? Est-ce que vous avez été arrêté par les Allemands? Est-ce que vous avez dénoncé d'autres personnes? Est-ce que vous avez fait jouer des œuvres? Quelles étaient ces œuvres? Dans quel lieu? Est-ce qu'elles étaient de nature ou non
à soutenir la propagande nazie ou la propagande fasciste. Combien vous avez touché? Alors c'est une mine d'informations parce que dans les gens ont répondu. Dans ce dictionnaire, ils étaient obligés. Ouais. Dans ce dictionnaire, vous avez le relevé de l'essentiel de la production littéraire, artistique, musicale de toute l'occupation, y compris les titres de chansons. Vous avez toutes les conférences qui sont recensées. Dans quels journaux? Avant ou après le débarquement américain. Oui, vous voyez, parce que jusqu'au débarquement américain, il y a une sorte de doute. On dit que le conflit, l'issue du conflit n'est pas encore tout à fait nette, et donc on fait preuve d'un peu plus de miséricorde. Vous avez des personnes comme Couvreville, qui étaient à Vichy, qui ont été après repêchés sur le plan politique et qui ont fait carrière sous Mitterrand lui-même. Mais je dirais Mitterrand lui-même. Et donc, après, vous avez aussi une épuration qui a d'abord été l'épuration sauvage. Ensuite, vous avez une opération qui a été téléguidée, notamment par le ministère de l'Éducation, et qui a demandé aux sociétés d'auteurs aussi de faire déjà un premier tri. Et puis après, c'est le 10 mai 1945 que le général de Gaulle a voulu mettre de l'ordre dans tout ça. Il a créé une... Donc pendant un an, c'est un peu le grand désordre. Oh, c'est le grand désordre, c'est le grand n'importe quoi. Et ensuite, vous avez... vous êtes dénoncé par les copains. C'est-à-dire, vous avez une liaison avec l'ex-copine d'un ami, il vous dénonce. Ouais, toutes les règlements de compte personnels ont été, remis sur le tapis à cette occasion-là. Et donc, on a centralisé à ce moment-là tous les dossiers antérieurs. Et j'ai eu la chance aux Archives nationales de pouvoir accéder à cette masse de documents. Montagne. Il y avait 2500 dossiers. J'ai failli renoncer devant la masse. Et j'ai laissé un dixième de vue, mais j'ai tout saisi. Tous les dossiers ont été saisis et ils sont donnés ici, auteur par auteur, les circonstances, toutes. Vous avez une sorte d'encyclopédie de ce qui s'est créé et du comportement de chacun. Et ce qui est passionnant aussi, c'est que parfois, quelqu'un qui n'est pas condamné, qui n'a rien fait de condamnable, par les informations qu'il donne, vous permet, ce qui est très difficile aujourd'hui, de découvrir ce que pouvait être l'atmosphère en France pendant l'occupation, ce qui est impossible aujourd'hui. Ah oui. Et l'un des mérites de ce livre, quand vous vous plongez là-dedans, eh bien, vous pouvez, à ce moment-là, mieux sentir. Et il y a une phrase clé de Saint-Exupéry. Cette phrase clé, c'est « Il parle d'un temps où manquait toute lumière ». Et vous avez aussi Lavarande qui disait « Le problème n'est pas de faire son devoir, le problème est de savoir où se trouve son devoir. » Parce que si l'Union soviétique, c'est-à-dire si l'Allemagne gagnait définitivement la guerre, et qu'on restait comme ça pendant 50 ans, 100 ans, qu'est-ce qu'il fallait faire, vous voyez ? Et donc on ne savait pas trop. Et puis même, on disait que les Américains finiraient par débarquer, mais dans combien de temps ? Le maréchal à Toulon, là, il pouvait partir. Et il dit, je veux bien partir. Si c'est pour 3 mois, c'est pour 3 mois. Mais s'il y en a pour 2 ou 3 ans, à ce moment-là, on livre la France à la soldatesque allemande, qui peut faire ce qu'ils ont fait en Pologne, où il y a eu 5 500 000 morts. Ouais. Ah ouais. On oublie ça, on a l'impression... 17% de la population. Exactement. Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui... Mais quand il y a eu des mineurs belges qui ont refusé à un moment de travailler, on les a raflés, on les a fusillés, et les autres, ils ont fini dans des camps de concentration. C'était ça. C'était un argument très fort de la collaboration. C'est une protection pour éviter le sort de... Même la Hollande, regardez ce qui s'est passé en Hollande. Exactement. Ah oui. Il y a eu une famine absolument incroyable. Et donc, le problème, c'était, je dirais, le général de Gaulle avait la parole libre, jusqu'à ce que de temps en temps, Churchill trouvait qu'il exagérait, il faisait mettre un bémol. Mais il faut savoir aussi qu'avec l'armistice, les Allemands avaient reçu, c'était une des conditions, tous les codes de communication secrets français. C'est-à-dire que presque dans son bureau, le maréchal disait quelque chose à quelqu'un, presque les Allemands le savaient dans la seconde. Oui. Alors il faut imaginer le degré de dissimulation qu'il fallait pour arriver dans ces conditions-là à résister et à marcher à tâtons. Voilà, alors est-ce qu'on peut dire, parce que ça me fait penser à une autre situation plus tardive,
Est-ce que pendant ces 4 années, au fond, les intellectuels se sont trouvés seuls et isolés, chacun devant lui-même, sans très bien savoir qui fait quoi, comment. Vous savez, cette espèce d'isolement qui n'existait pas dans les époques normales, c'est-à-dire où tout le monde discute, tout le monde débat, tout le monde s'affronte, normalement, dans un cadre de la vie artistique. Mais vous savez, même aujourd'hui, la c'est bien France, pour ça. est-ce que l'on peut tout dire? C'est bien pour ça que mais je vous dis. Vous avez toute une surtout quantité dans les d'organismes qui ont été créés et qui surveillent la moindre parole. Tout est passé maintenant au trébuchet. Mais vous savez, j'ai découvert dans ces questionnaires qu'une personne qui avait fait une réflexion à une table de café, comme ça, à un voisin, ce mot avait été pris, il avait été mis au frigidaire, et 4 ans après, on le ressort. Et sur ce simple mot, la personne est traduite et doit se justifier. C'est très bien, absolument incroyable. Absolument. Nous sommes sur Radio Courtoisie et nous sommes en train d'écouter Jacques Boncompin pour son dictionnaire de l'épuration des gens de lettres 1939-1949, Mort aux confrères. Et nous avons également ici avec nous Gérard Cognot, qui est un spécialiste de l'Est et spécialiste de la vie artistique et intellectuelle à l'Est, et qui nous parlera tout à l'heure des fleurs bleues. Excusez-moi. Oui, il y a eu une époque en France où tout le monde s'est senti isolé quand on n'était pas dans les circuits officiels, disons, du pouvoir. C'était les années 90, car il n'y avait pas encore Internet. Voilà. Et que la situation a évolué plutôt pour les littérateurs que pour les artistes, parce que Internet a d'abord concerné les gens de l'écriture. Et ce n'est qu'en 2004, quand il y a eu Photoshop, que les artistes plasticiens sont venus sur Internet, et les autres, et tous ceux qui sont dans le domaine du visuel ou du spectacle. Et là, du coup, les informations, les idées différentes, tout ça a circulé beaucoup plus facilement. Mais il y a eu cette époque, disons, très dure des années 90. Donc, évidemment, on ne peut pas comparer avec l'aspect dramatique et sanglant des 4 années, 40-44. Et puis non, disons 39-49, parce qu'en 39, en 40, il y a déjà les Allemands qui vont instaurer une loi allemande sur toute la production intellectuelle, sur les spectacles, etc. Les listes Otto-Abess, qui, dès l'arrivée des Allemands à Paris, demandent à ce qu'on pilonne des ouvrages qui étaient des ouvrages écrits par des auteurs juifs ou des ouvrages qui étaient trop nationalistes et qui stigmatisaient trop l'Allemagne. Eh bien, d'une certaine manière, à la Libération, nous aurons une liste inverse. Nous aurons la liste Aragon, si vous voulez. Il y a une sorte de réciprocité assez extraordinaire. Et sur le plan des sanctions, Monseigneur Théas, qui était l'un des grands défenseurs des Juifs, si vous voulez, eh bien, n'hésite pas à dire au moment de la Libération que, eh bien, une partie des libérateurs, en tout cas, ont exactement le même comportement que les SS et que les nazis. Exactement, il le dit. C'est assez terrible. Alors, vous aviez aussi Je suis partout, qui parfois démasquait des Israélites français qui avaient pris un autre nom et ils disaient mais monsieur un tel, en fait il s'appelle Cohen, il a telle adresse. Mais il faut savoir qu'à Alger, eh bien la presse d'Alger gaulliste et communiste, souvent les deux, va faire exactement la même chose. Elle va vouer à la vindicte publique des magistrats, des policiers qui sont assassinés. Et c'est exactement la même chose. Finalement, les méthodes se ressemblent. Oui, toujours. Les phénomènes d'exclusion sont toujours les mêmes. Mais en même temps, ce qu'il y a de frappant, c'est qu'on s'attaque aux intellectuels parce que justement, ils sont beaucoup plus vulnérables et ils deviennent plus facilement des boucs émissaires. On a dit par exemple que pourquoi cette chasse aux sorcières contre des écrivains comme Brasillac et d'autres, et en même temps les constructeurs du mur de l'Atlantique, enfin tous ceux qui avaient collaboré d'une manière financière avec les Allemands étaient épargnés.
Parce que eux, ils continuaient à rester aux commandes. Qu'est-ce que vous en pensez de cet argument ? Ce que je pense, en tout cas, c'est qu'il y a un cas particulier avec le général de Gaulle. Le général de Gaulle était un grand lettré, un immense prosateur. Et pour lui, la littérature, à la limite, c'était la France. Donc, il attendait de tout auteur réputé et qu'il admirait que cet auteur le rallie, soit directement, soit indirectement. Et donc, il a vécu comme une trahison particulièrement cuisante le fait, par exemple, qu'un Paul Morand, qui était à Londres, qui avait une mission du gouvernement français à cette époque-là, eh bien, rentrant en France. Et c'est comme ça que, je dirais, il a fait l'objet d'une attention particulière sur tous les écrivains. Un être comme Saint-Exupéry, eh bien, qui était un homme libre et qui avait vu chez le général à la fois la part de grand Français et en même temps la part d'aventure personnelle, de volonté d'arriver au pouvoir à tout prix. Alors qu'à côté, le général Giraud, il se bat vraiment, mais pour hâter la libération de la France, pas pour prendre le pouvoir. Donc le général, dès le début, vous avez cette phrase de Raymond Ronron qui dit, c'est Raymond Ronron, je crois, qui dit, discours du 10 juin, discours de grand patriote pour la France, 22 juin, discours d'un homme de parti. Parce que dès ce moment-là, il crée d'une certaine manière le gaullisme, il crée un gouvernement à part, un contre-gouvernement, et il est dans l'idée, à la libération, eh bien, de se substituer. Et c'est pour ça, entre autres, qu'il va diaboliser le maréchal dès le début, qu'il va diaboliser l'armistice. Et en même temps, vous avez aussi les communistes qui savent quelle est l'importance des idées. Oui. Et donc, il y a une rencontre entre la vindicte du maréchal et la vindicte des communistes. Mais il faut savoir que parmi les juristes de la résistance, vous avez eu le plus grand nombre étaient opposés à cette épuration. Ils étaient pour punir les crimes de sang, chaque fois qu'il y a eu dénonciation, mais pour les autres, ils étaient pour une immense amnistie. Jean Paulhan s'était beaucoup élevé contre la... Complètement. Pas il parlait je dirais, de la possibilité pour l'écrivain, je dirais, de prendre toutes les libertés au niveau de l'écriture. C'est cela. Alors, mais vous voyez, Vincent Auriol, qui après comme président va être merveilleux, il va gracier, il voudrait faire plus, mais il ne pouvait pas, parce que vous aviez immédiatement la presse communiste, ou les communistes à la radio, qui dénonçaient les libérations. Vous voyez, même le général de Gaulle, ce qu'il voulait, c'est la mort morale du maréchal. Il ne voulait pas avoir sur sa conscience de catholique le fait que le maréchal soit publié. Mais une fois qu'il avait obtenu la mort morale, d'une certaine manière, il était prêt au bout de 2 ans. Il voulait le renvoyer dans sa villa de Villeneuve-Loubet, tailler les roses. Mais il était prisonnier des communistes. Et c'est les communistes qui ont imposé le fait que le maréchal restait jusqu'au bout. Alors il faudrait parler du procès emblématique de Charles Maurras. Eh bien, Maurras, il a été... le paradoxe de Maurras, finalement, c'est qu'il était tellement nationaliste français qu'après Mercel-Kébir, il est devenu violemment anti-anglais. Il faut bien voir que, justement, Mercel-Kébir... Comme chez beaucoup en France, parce que ça a été terrible. Mercel-Kébir, ça a été et Dunkerque. Il y a eu Dunkerque d'abord, et Mercel-Kébir a été, après, ce qui a achevé. Or, le général de Gaulle, qui à ce moment-là était cherché, d'une certaine manière, à se positionner, et donc, pour apparaître l'homme de la vérité, il fallait dire que le gouvernement était dans l'erreur, qu'il était dans la vérité. Et il a... Alors, à sa décharge, il faut savoir que l'armistice a été négocié dans des conditions de confusion extrême, et qu'une partie des vraies conditions n'ont été connues qu'avec un peu de retard, parce que les Allemands avaient demandé 48 heures d'absence de communication absolue. Alors, il y a eu, entre le gouvernement français et les Anglais, des difficultés de communication. J'ai rencontré le fils de l'amiral Odendal, qui vit encore, et son père était à Londres pour faire le lien avec l'amirauté. Eh bien, le général de Gaulle, dans sa volonté de noircir l'action du gouvernement, a presque, je dirais, il n'a pas été un frein, il a presque été une incitation à Churchill de faire Mercel-Kébir. Et à ce moment-là,
pour la France entière. L'IFOP existait déjà. Il y a eu un sondage, 80% des Français étaient pour que la France entre en guerre contre l'Angleterre. C'est tellement, l'émotion a été immense. Il y a eu 1300 morts en 2 jours. Et si on rajoute les morts qui faisaient suite à des blessures, tout ça, ça fait 2000 morts. Et alors, ça fait basculer toute une partie de l'opinion française, et qui étaient des Français qui cherchaient le bien-être de leur pays, si vous voulez, contre. Et c'est à ce moment-là que Maurras a basculé. Alors, absolument, absolument. Mais par ailleurs, il paraît que au moment où il a été condamné, il a connu sa condamnation, il a dit que c'était la revanche de l'affaire Dreyfus. Donc, on voit là, dans tout ce XXe siècle, le fil rouge qui vous avez des correspondances. Oui. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que le général de Gaulle a voulu sauver Maurras. Oui, ça, mais que Maurras n'a pas voulu être sauvé par le général de Gaulle. Non, c'est plutôt c'est les communistes qui n'ont pas voulu. Il a voulu exfiltrer Maurras pour qu'il vienne être jugé à Paris, où il était plus facile pour lui de peser sur le tribunal. Qui a mais il est intervenu. Et ce sont les communistes qui n'ont pas obéi à De Gaulle. De Gaulle ne faisait pas ce qu'il voulait. En fait, nous sommes sur Radio Courtoisie, donc, et nous écoutons Jacques Boncompin sur le dictionnaire de l'épuration des gens de lettres 1939-49. Alors, il y avait le problème des structures légales qui vont juger tous ces gens-là. Et il va y avoir combien de fusillés, combien de morts? Non, mais attention. Alors là, dans le domaine des lettres et des arts. Finalement, dans le domaine des lettres, c'est assez limité. Le plus célèbre, c'est évidemment c'est Brasillac. Mais il faut savoir que Brasillac, si on les regarde un petit peu de près, a été exécuté davantage pour avoir été journaliste allant sur place à Katyn et attribuant les massacres de Katyn à qui il fallait les attribuer, c'est-à-dire aux communistes. Et ça, c'était impardonnable. C'est ça, la vraie raison. La vraie raison, c'était ça. Et vous savez, il paraît que De Gaulle était prêt à le gracier sur l'intervention de Mauriac, et quelqu'un l'aurait montré un portrait de Doriot, il lui aurait fait croire que c'était Brasillac, enfin en uniforme de SS. Ce que j'ai eu, c'était pas Doriot, mais il y a eu une photo où on le présentait en uniforme allemand. Voilà, alors que c'était un faux. Mais d'autant plus que Brasillac était caché, et pour pouvoir l'atteindre, on a arrêté sa mère qu'il vénérait, et c'est à la suite de ce qu'on a cherché à le faire sortir. Et il s'est livré pour faire libérer sa mère. C'est d'autres procédés, si vous voulez. Donc, vous aviez Jean Anouilh qui est intervenu aux côtés de Mauriac, et Jean Anouilh avait cette réflexion. Mais ce sont des enfants, ce sont des jeunes. Il était tout jeune. Et quand on est jeune comme ça, on fait un peu n'importe quoi. Et c'est comme ça que Jean Anouilh, plus tard, interviendra, lui, Jean Anouilh, pour faire libérer Arabal, qui était inquiété par le pouvoir de Franco. Voilà encore un jeune qui fait n'importe quoi et qui va créer des problèmes pour de façon presque gratuite, quoi. Donc peu de fusillés, mais beaucoup de sanctions. Alors, attention, sur le plan moral, ça a été terrible. Mais même le fait, justement, je dirais, Monterland s'en est souvenu toute sa vie. Et d'ailleurs, ça a été une marque d'infamie. Vous savez, à la Société des auteurs, nous avons un président d'honneur, je ne vais pas donner le nom, mais il avait écrit une sorte de petite opérette, comédie musicale, et il avait eu ces vers au sujet de l'armistice. Nous devrions avoir honte de nous en tirer à si bon compte. C'est tout ce qu'il a écrit qu'on a retenu contre lui. Mais il y avait une querelle avec une comédienne pendant l'occupation dans son petit théâtre là-dedans. Et à l'admiration, celui qui avait été conduit à l'époque s'est répandu dans la presse, tout ça. Mais monsieur Untel est toujours en train de faire jouer ses œuvres. Mais comment c'est... Il a ameuté, je dirais, les tribunaux pour qu'on... Et bon, il y a eu une suspension de 6 mois, ça n'est pas loin d'écriture. Mais toute sa vie, cet homme-là a été marqué, absolument marqué. De Reims, ça l'a tué, par exemple. Mais Didelot, qui était un homme de radio, c'était presque rien là-dedans. C'est cette-là. Ils ont porté, je dirais,
l'étoile, je ne sais pas comment on peut l'appeler, l'étoile noire ou l'étoile rouge, c'était l'étoile rouge toute la vie. On assiste à des phénomènes analogues aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé à la Comédie Française quand on a suspendu une pièce d'un auteur qui était allé aux funérailles de Milošević, vous savez, cet écrivain autrichien. Voilà, il y avait... Aujourd'hui, nous sommes en plein. Oui, dans ce genre de choses, considéré comme normal. Non, c'est très... Et alors, où est la fiche de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir? Eux, ils étaient hors fiche. Oui, mais alors donc, il n'y a pas de fiche sur eux. Alors, non, ce qui est intéressant, c'est que Fabrelus, toujours lui, il a réussi le coup de maître. Parce que vous avez toutes les fiches, là. Oui, il a réussi le coup de maître d'être interné par les Allemands à la prison du Cherche-Midi, et à la Libération, il a été interné par les communistes. Vous voyez, les deux côtés. Il faisait même presque une sorte de petit guide des prisons pour comparer la prison pendant l'occupation et les prisons à la Libération. Et il disait, mais dans ma prison du Cherche-Midi, j'avais les échos des générales de Sartre avec les mouches à l'atelier, de Camus avec le malentendu. Évidemment, les règles, c'était que il y avait une série d'officiers allemands qui, de droit, avaient leurs entrées au moment des générales. Voilà. Alors, mais c'est pas seulement ça, ils ont fait bien plus que ça. Ah non, c'est-à-dire que... non, mais je dis, pendant l'occupation, ils ont fait comme Mauriac. On ne pouvait pas faire acte d'auteur public sous l'occupation sans avoir une autorisation, et parfois une double autorisation. La censure de Vichy et la censure allemande. Et parfois même la censure allemande se moquait de la censure de Vichy. Et quand il y a eu la machine à écrire qui a été créée à Paris, et où la famille traditionnelle était plutôt malmenée, eh bien, il y a eu la censure de Vichy qui a demandé l'interdiction, et c'est la censure allemande qui a levé l'interdiction, qui a fait poursuivre les pièces. Vous voyez, il y a tous ces paradoxes. C'est assez extraordinaire. Et donc, le problème, c'était, fallait-il faire acte public d'auteur pendant l'occupation? Alors, si on suit l'opinion du général de Gaulle, il fallait suivre ce qu'a fait Vercors, quoi. C'était le silence. Et puis, vous aviez Guitry au côté qui disait, on a voulu détruire l'esprit français. L'esprit français, il faut résister. Là, nous avons perdu sur le temps militaire, nous allons montrer que nous pouvons être victorieux sur le plan de l'esprit. Oui, bien sûr. La chose extraordinaire que j'ai découverte, c'est que c'était la thèse d'Hitler. Pour l'Allemagne. Pour l'Allemagne, oui. Mais ça s'est produit aussi en Allemagne sous le nazisme. C'est-à-dire qu'on jouait de la musique, on continuait le théâtre. Regardez ce qui s'est passé en musique à Furtwängler, qu'on a accusé de collaboration avec le nazisme. Il est resté pour, avec la musique, continuer à donner comme ça voyez, pour le peuple, pour les gens. Voilà, non, mais au congrès de Nuremberg, en 1935, Hitler dit, est-ce que, parce que, bon, c'était le réarmement qui était en cours, mais je dirais, il y avait les canons, et le beurre, on le prenait pour faire des canons. Alors il dit, est-ce que, parce que nous sommes dans une situation de crise financière, est-ce que nous devons économiser sur l'économie pour, je dirais, donner les crédits ailleurs? Il dit non. C'est quand un État est en difficulté, il faut au contraire mettre le paquet dans la culture, parce que la culture, c'est ce qui soude une nation. Voilà. Donc, plus nous allons mal, plus il faut donner de l'argent à la culture. Et il rajoute cela. Nous allons vers la guerre. Cette guerre, nous espérons la gagner, mais nous pouvons la perdre. Eh bien, le mot d'ordre, c'est si nous devions perdre cette guerre, de la gagner sur le plan culturel. Et il faudra à ce moment-là qu'il y ait un effort surhumain qui soit fait dans le domaine des arts, pour que l'Allemagne, je dirais, par compensation, gagne sur le plan culturel ce qu'elle aura perdu sur le plan militaire. C'est Guitry, c'est la thèse de Guitry. Alors vous aviez justement 4 thèses. Vous aviez la thèse qui était la thèse janséniste, qui dit justement par décence et mortification, les Français meurent, donc c'est celle qui sera mise, je dirais, en œuvre en Pologne, quoi. Alors Galtier-Boissière, votre ami, dénonce vivement lorsque les ultra-purs déclarent que les Français ont eu tort pendant l'occupation de continuer à produire des films, des tableaux, des livres. Ils résonnent comme des tambours, car c'est grâce à toutes ces œuvres de qualité que notre pays reprendra demain sa place et son rayonnement. Ah voilà, oui. Vous aviez une thèse patriotique, montrer à l'ennemi que l'esprit français est intact et que la vie continue.
Alors, chez Jean-Jacques Bernard s'y ajoute la satisfaction morale de voir sa pièce Marie Stuart publiée, et c'est la Société des auteurs, alors qu'il était interdit de publication. C'est la SACD qui, sur ses fonds propres, va publier sa pièce qui est interdite de scène. Et alors qu'il est arrêté, il fait partie des Israélites qui occupent des places importantes, qui sont internés au camp de Royaulieu. Et dans sa hâte, il est parti sans ses lunettes. Et sa femme est arrivée à soudoyer un gardien, lui a passé ses lunettes, et qui était enrobé dans la page de garde de la publication de sa pièce. Vous voyez, c'était des actes de résistance, en fait. Oui, si vous avez une thèse économique, eh bien, finalement, il y a une industrie du spectacle. Alors, il faut donner du travail. Voilà. Et puis, vous avez une thèse psychologique. C'est que dans cette période de dépression, eh bien, pour les Français, aller au spectacle, c'était une sorte de bouffée d'air frais, et ça leur permettait de tenir un peu mieux psychiquement. Alors vous avez ces 4 thèses, et qui vont être, mises en valeur par les uns et par les autres. Et je signale aussi, parmi les gaullistes qui étaient opposés à une épuration massive, Vincent Auriol, René Mayer, Pierre Tissier, René Pleven et Pascal Copeau, qui était le fils de Jacques Copeau. Et vous aviez évidemment Pierre Bloch, et pour l'indignité nationale, c'est le juriste Julio de la Morandière qui était en faveur, en disant que c'est une manière de limiter les exécutions. Donc, au lieu de fusiller les gens, on les déclare indignes, et vous avez quantité de personnes déclarées indignes avec confiscation de leurs biens qui se sont suicidés. Il y a des nombres de suicides absolument invraisemblables. Et il y a eu aussi des connivences. Regardez Drieux-La Rochelle. Ce qui s'est passé avec la Nouvelle Revue Française, Gallimard s'est un peu, disons, mis en retrait. Drieux-La Rochelle a pris les commandes, il était collaborateur, mais en même temps, il avait gardé des relations avec Aragon, avec Malraux, qui paraît-il, est-ce que c'est vrai cette histoire, lui a envoyé un mot en lui disant, avant, comprenant que c'était fini, il a voulu le sauver et lui a conseillé de rejoindre les maquis. Et Drieux-La Rochelle a refusé, il s'est suicidé. Pour être fidèle à ses idées. C'est possible. Enfin, avant-guerre, ils étaient vraiment, j'allais dire, copains comme cochons. Simplement, l'un a pris une direction, l'autre a pris l'autre. Et il restait encore l'amitié. Oui, absolument. Mais il faut voir, on oublie à cette époque qu'il y avait eu aussi, dans l'entre-deux-guerres, toutes ces grèves. Il y avait une confusion totale. Alors, voir l'Allemagne, voir l'Italie, justement, avec de l'ordre, avec des réformes, eh bien, pour ces gens-là, d'un côté, il y avait ce qui apparaissait une chienlit, et de l'autre, il y avait quand même, en apparence, la reconstruction d'un pays. C'est ça. Et c'est ce qu'ils ont vu. Alors, après coup, évidemment, tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a je dirais, une faute, c'est qu'on se situe avec les connaissances que nous avons aujourd'hui. C'est la même chose en ce qui concerne la rafle du Veldiv. On ne dit pas que sous Daladier, eh bien, les femmes allemandes ont été pressées de rejoindre le Veldiv pour être internées. On ne dit pas que tous les camps de concentration de France ont été construits par la Troisième République. Avant, vous voyez. Voilà. Bien sûr. Alors, en fait, quand même, nous n'avons pas eu, les communistes n'ont pas gagné, et la France n'est pas devenue communiste. Et là, nous allons parler d'un autre cas, celui de la Pologne,